Ça y est, c'est parti. Puck & Go, les highlights. 6 matchs au programme de cette soirée de National League. On va revenir sur ces rencontres en compagnie de nos invités, en compagnie de Geoffrey Vauclair, en compagnie de Jérôme Bonnet, de Stéphane Rochette, bien sûr. C'est parti pour notre tour d'horizon et on va commencer par la rencontre entre Davos et Ajoie. Davos Ajoie du côté des Grisons, Ajoie qui restait sur un succès à domicile face à Genève. On a fait la fête, bien sûr, on le sait, dans tout le Jura. Et puis surtout un petit peu de verre et un certain Nicolas Eberhardt, oui, qui supplée Wolf ménager, on ne sait pas, peut-être légèrement blessé dans la cage. Quoi qu'il en soit, on s'est très bien habillé, la cravate rose de sortie. Est-ce que ça ne jurerait pas un petit peu avec le vert flashy tendance pomme pour cette Green Hope Night? Quoi qu'il en soit, Sven Young va marquer 11e minute de jeu et battre Eberhardt pour la première fois de la soirée. Sven Young, c'est pas forcément le plus grand des buteurs, dira-t-on, du côté de Davos, mais là, belle finition de sa part, Geoffrey. Oui, un très bon tir du poignet. Je me demande si je pensais que le shoot est peut-être un peu touché par Manengi, peut-être qu'il le touche en partant, mais il faut laisser quand même le bon shoot, comme je l'ai dit avant, à ras du poteau. C'est très efficace à cette distance. On sait qu'on a resserré les rangs du côté d'Ajoie défensivement, on prend beaucoup moins de buts, on fait très attention notamment lors des 20 premières minutes de jeu. Et en deuxième période, on va quand même devoir céder une nouvelle fois face à l'armada offensive, mais c'est un peu normal. Là, Jérôme, on était à 5 contre 3 avec 2 hommes de moins sur la glace et c'est un certain Enzo Corvi. Normalement, c'est plutôt le roi des passeurs que le roi des buteurs. Et là, on le voit, il met presque un but à Ovechkin, même si on va voir, Eberhardt n'est peut-être pas totalement à son affaire, on va dire. Davos. 5 contre 3, je pense que c'est plus que légitime qu'il marque. Et là, la passe est très belle, en transversale. Il arrive à reprendre ce shoot one-timer. C'est toujours compliqué pour le gardien. La passe de Bromé est magnifique, mais Jordan Howard qui est pris en 1 contre 1 avec un joueur devant la cage. À 3 contre 5, tu ne peux pas rester en 1 contre 1 avec un joueur devant la cage. Tu dois prendre la transversale, tu dois le relâcher. Là. Cette passe-là, elle est géniale, mais honnêtement, elle est facile à faire. Et surtout que Joe a sa canne à 2 mains en l'air. Quand tu as 3 contre 5, les 3 joueurs doivent avoir leur canne sur la glace pour au moins couper les passes. Exact. Et là, effectivement, tu l'as très bien dit, Steph, il se bat un contre 1 devant cette cage. Avec la canne à 2 mains, il essaie de poser le joueur et puis... Trop facile. Voilà, un peu facile. Par contre, un petit mot quand même sur Corvi. Normalement, c'est pas un buteur, on est d'accord. Pourtant, là, c'est un geste de buteur, Jérôme, qui nous fait Corvi. Ouais, écoute, je pense que la grande majorité des joueurs de National League sont capables de prendre une passe comme ça, one-timer. Le shoot n'a pas besoin d'être millimétré. Quand ça part tout de suite, si le gardien doit passer de gauche à droite, en général, si c'est cadré, ça rentre. Ça fait kin, comme on dit. Ça a même fait double kin en l'occurrence, puisqu'il y a 2-0. On va passer au carton. Allez, c'est parti. Troisième période, le 3-0 signé Bromé. Bromé, Stéphane, on le voyait passeur. Et là, on va le voir surtout à la finition devant la cage. J'ai envie de dire peut-être que cette bloc de parade retrouve un petit peu de son efficacité, justement, du côté de... Oui. Bromet, quand Bromet était absent pendant une longue semaine, Davos a eu beaucoup de peine avec son hockey. Là. Regardez, il est très, très malin. Il réussit à mettre un puck mi-hauteur. Il sait qu'il y a de la circulation. Il faut juste qu'il mette... Il sait dans cette position-là qu'il doit juste mettre le puck à la cage et puis que tout peut se produire. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, ce Bromet-là est un des meilleurs joueurs offensifs du championnat. Oui, on le sent. C'est le poumon de cette équipe du HC Davos qui remporte donc un succès attendu, 3-0. Réaction du côté d'Ajoie après cette victoire de Davos et cette défaite donc du côté d'Ajoulot. On va écouter Guillaume Asselin à l'interview. Guillaume Asselin, c'est la deuxième fois que vous venez dans les Grisons, c'est la deuxième fois qu'Ajoie reste muet face à cette équipe. Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé? Je pense qu'on n'a pas si mal joué que ça. On n'a juste pas profité de nos chances. Aujourd'hui, en avantage numérique, on n'était pas sharp, excusez-moi l'expression, mais je pense que c'est ça qui a manqué. Puis les buts qu'on a accordés, c'est des buts donnés, c'est de l'indiscipline. Puis c'est pour ça qu'on a perdu 3-0. Pourtant, avec la victoire d'hier, vous aurez pu arriver avec beaucoup d'énergie, à bâtir sur ce succès. Il va falloir remettre l'ouvrage sur le métier la semaine prochaine. Exactement. Je pense que chaque jour est un nouveau jour. Puis hier, c'était une belle victoire, mais aujourd'hui, il fallait tourner la page. Puis c'est dommage. Comme je dis, je pense pas qu'on a joué un mauvais match, mais quand tu marques pas de but, c'est difficile de gagner un match. Merci Guillaume, bonne rentrée. Merci.
Voilà pour cette réaction à l'issue de cette défaite du côté de Davos pour Ajoie. On va passer à un deuxième match de la soirée. On continue pour la lutte pour cette fameuse 6e place qualificative et directement pour les playoffs. On va parler de Genève-Servette. Alors Davos a gagné avec de la pression bien sûr sur les épaules de Genève qui a ramené qu'un petit point qui servait fondamentalement à rien face à Ajoie. Gauthier Desclous dans la cage. Et là, Robin Meyer, pas Robert Meyer, Robin Meyer, c'est le gars porté numéro 3 quand même du côté de Zug. Un 5 contre 3 du côté de Genève, on en profite aussi. Et le tir, la cacahuète on va dire de Vatanen, c'est ça Geoffrey? Une belle cacahuète, il n'y a rien à dire, 5 contre 3, très bien maîtrisé de la part des Genevois, triangulation, une bonne passe de Tom Ernest, bien amené, puis un shoot direct de Vatanen, on connaît son shoot direct, il était réputé en NHL pour ça, et puis il utilise ça dans notre championnat. C'est la première chose que les joueurs de son équipe ont remarqué quand il est débarqué l'automne passé. La première chose qu'on m'a dit de lui, c'est « Wow, il a tout un pétard. Hein. » Lui, alors là, puis il allume les étoiles. La canne, elle monte, là. Il a tout un tir. Même que les gars, un bout de temps, ils tiraient très, très haut. Je ne sais pas si vous vous souvenez au début. Ils tiraient beaucoup trop haut. Les gars avaient peur d'aller devant la cage parce qu'ils avaient peur de se faire décapiter. Et ils ont dit, là, tu peux pas baisser un peu ton tir, là, parce qu'à la vitesse qui arrive, là, c'est vrai. Ouais. Si un joueur tire toujours haut, devant le but. On réfléchit à 2 fois. On a tous connu ça. On en a tous une fois dans notre équipe qui shootait comme ça. Puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu allais lui dire écoute, soit tu fais attention, soit je vais plus devant la cage. Non, c'est ça. Au bout d'un moment, c'est ça. Mais Vatanen, c'est un véritable shooter. C'est un gars qui. Et là, il a été alimenté de fort belle façon. Et puis les étrangers encore très efficaces du côté de Genève, notamment dans ces situations spéciales. On va se rendre en deuxième période. C'est là que Genève va faire véritablement la différence face à cette équipe zougoise en marquant à 3 reprises dans l'espace d'un peu plus de 6 minutes. Avec tout d'abord Elliot Berton, oublié là complètement par la défense. La passe de Lecoult et le 2-0 de Berton. Oui, mention spéciale pour la passe, qui est sublime, qui envoie complètement seul Elliot Berton. Alors j'imagine bien, là on n'a pas énormément de détails sur la défense de Zug, mais forcément qu'il y a dû avoir une sacrée erreur sur cette ligne bleue. Ouais, peut-être des changements de bloc, peut-être. On est en deuxième période parfois. Gap qui est assez grand. On va voir le 3-0. Tanner Richard, 29e minute de jeu. C'est lui avec une perte de puck qui est là véritablement dans sa zone. Les erreurs qui se payent cash, moi j'ai envie de dire, monsieur. Puis qui se voient quand tu as un casque jaune sur le dos, sur la tête. C'est Kovar là, qui perd le puck. Alors ça n'y arrive pas souvent, je dois dire, parce que c'est un joueur qui a une très bonne technique de puck. Et puis là, Richard qui se fait pas prier, qui est très malin, qui fait son fameux mouvement là, il fait semblant de ramener le puck, mais en fait il shoot et il en a marqué déjà quelques-uns aussi en pénalty, il fait ça des fois, ça marche bien. Josh Joris qui va aller marquer, là aussi complètement oublié. Je ne vais pas jeter la pierre au jeune Meyer, mais il me semble qu'il en prend 3 entre les jambes, non? Oui. Il me semble bien que c'est trop entre les jambes. Mais là, je pense que Joris, il manque son shoot. Ah non, peut-être. Moi, je veux dire, de quoi, là, honnêtement, le gardien, il n'a pas eu de chance parce que tu vois bien que Joris, il veut y aller pour le top, en haut, puis il manque son affaire, puis il lui passe entre les jambes. Je me trompe ou bien? Non. Il ne va jamais nous l'avouer, ça, mais c'est sûrement ça. Pas à nous, mais entre les joueurs. Souvent, quand tu rates ton tir comme ça, tout le monde le voit. Quand les gars viennent vers toi, tu te dis, OK, je suis chanceux. Tu te fais chambrer un peu, non? Plus qu'un peu. Plus qu'un peu. On est d'accord. Les joueurs, ils le voient, ça. Au cours de la soirée, si vous étiez avec nous, on a parlé à la première pause, me semble-t-il, des problèmes éventuels que pourrait avoir, je sais pas, une blessure de Reto Berra du côté de Fribourg-Gotteron, etc., qui avait un numéro 2 avec un trop grand gap finalement. Qu'en est-il du côté de Zug? Alors là, on n'est pas avec Hohenstein dans la cage, on est bien d'accord, ça c'est le gardien numéro 3. Il y a même un jeune gardien de 17 ans qui était numéro 4, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que finalement Fribourg-Gotteron ou Zug se retrouvent peut-être, ou se retrouveraient dans la même situation? Non? De ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, les buts pris, j'ai pas l'impression qu'on peut vraiment jeter la pierre sur le gardien. Il y a des manquements énormes de la part des défenseurs. C'est des grosses erreurs. Là. Voilà. Je pense qu'avoir une théorie sur le fait qu'il soit Giannoni dépendant sur cette première. Sur ce qu'on voit là jusqu'à maintenant, non, moi je pars du principe que la défense de Zug est complètement à la ramasse là, sur ce qu'on avait. Peut-être aussi inconsciemment du fait qu'ils n'ont pas leur gardien numéro 1. Tout le monde se relâche un petit peu plus. Ils se disent, voilà... Mais c'est supposé être le contraire, non? Oui, mais... C'est souvent, quand tu dis, quand tu n'as pas ton gardien numéro 1 ou tu as un gardien que tu sais que c'est limite, même, la réaction souvent des gars, c'est qu'on va bloquer plus de tirs. Souvent, les coachs, ils misent là-dessus.
pour secouer l'équipe, dire, ben, les gars, vous devez réagir parce que là, puis là... Un pourcentage, là, sur ce qu'on a vu, ça c'était plutôt le contraire qui s'est passé. Ouais. Par contre, il y a eu un effet l'année passée en play-off avec Monzato, quand Monzato a dû remplacer des clous. On a senti que l'équipe s'est regroupée, mais on était en play-off. C'est peut-être une situation différente. Là, on a affaire à deux équipes qui sont en haut du classement, un peu moins d'incidence si tu perds, et puis c'est... C'est à croire que les confrontations entre Zug et Fribourg ont fatigué les deux équipes cette semaine, les gars, parce que... Apparemment, hein, mais surtout Genève a appuyé sur l'accélérateur en deuxième période. C'était un peu plus équilibré lors des 20 premières minutes de jeu. Puis ensuite, c'était de la gestion, quoi qu'il en soit. Victoire importante, bien sûr, hein, dans cette quête de la fameuse 6e place. On va écouter l'interview Arnaud Jacquemet. Arnaud Jacquemet, vous avez parfaitement réagi après ce match perdu à Ajoie, 4-0 face aux champions, un match plein. Est-ce qu'on peut parler, selon vous, d'un match référence cette saison pour Genève Servette? Bon, je pense qu'il y a eu d'autres matchs où on a vraiment joué. Je pense aussi au match où on a été chez eux les battre avant Noël. Voilà, je pense qu'on a plusieurs matchs références, mais c'est clair que depuis la pause olympique, il nous manquait vraiment un match avec la manière. On avait gagné des matchs, mais il manquait toujours un peu la manière. Et ce soir, voilà, il leur manquait des joueurs aussi, mais on va prendre, voilà, je pense qu'on a vraiment joué un bon hockey pendant 60 minutes. Ça fait maintenant presque 4 mois que vous avez plus perdu à la maison, mais surtout ce soir on vous choisit pour l'interview car vous n'avez pas pris de but face à la meilleure attaque du championnat. Racontez-nous les clés justement du succès défensif ce soir pour Genève. Bon, je pense qu'on entend les fans qui chantent le nom de Gauthier Desclous, donc je pense que c'est clair que c'est une clé du succès ce soir. Il a fait les arrêts qu'il fallait. Quand on a donné les occasions de 2 contre 1 ou même de gars qui partent tout seuls au goal, je pense que c'était une des clés au début de match de ne pas prendre le premier goal. On a réussi à nous marquer le premier. Au deuxième tiers, on a eu cette période où tout fonctionnait pour nous et puis on a réussi à gagner grâce à ça, je pense. Merci, bravo. Les expected goals qui suivent aussi hein, la logique finalement de cette rencontre par rapport au score. Messieurs, on va passer au match suivant si vous le voulez bien. On va parler de Bienne, bien sûr. On parle encore et toujours de cette lutte pour la 6e place. Vous le savez, pourquoi on vous parle de Bienne? D'abord, les clés des gardiens. On va parler des gardiens énormément. Hein. Ce soir, Nifeler dans la cage, mais c'était surtout la première dans les rangs biennois de Dmitri Chikin, l'ancien portier de l'automobiliste qui va finalement être dans la cage ce soir du côté de Bienne. Et puis la sortie sur blessure de Delémont qui va se prendre une grosse tomate là, sur ce coup-ci. Lui qui avait marqué son premier but, hein, c'était hier soir face à Lausanne. Beaucoup de frayeur. Une tomate, c'est pas, si c'est pas l'articulation, c'est qu'une tomate, ça va. Il se fait prendre il veut éviter le contact puis il s'expose si c'est juste un musculaire à l'extérieur de la cuisse, c'est pas grave, ça fait mal pendant quelques jours. J'espère juste qu'il n'y a pas une torsion du genou parce que c'est un petit peu moins. C'est différent. C'est un petit peu différent, oui. Messieurs, on va continuer dans cette première période. L'ouverture du score va tomber quelques minutes plus tard. 9e minute. Il faut dire que Damien Brunner, pour un slash, va se prendre 2 minutes plus 2 minutes. Et sur la première partie de cette supériorité numérique, c'est Jérémy Vick qui va marquer assist d'Albrecht et d'un certain Červenka. 200e assist pour lui dans sa carrière en Suisse. Coup de chapeau. On est d'accord, Jérôme? Bon petit joueur. C'est propre. C'est propre, tout est parfait. Hein. Ça part à une touche. Le tir est encore plutôt bien placé. Je ne sais pas s'il est touché par le gardien ou s'il va directement en haut. Si vous donnez du temps et de l'espace à Červenka sur le power play, il va te faire mal. Je le disais. Pas plus. T'es de 20 un peu, toi. Il est dans écoutez, il est à l'intérieur. Il est à 5 contre 4. Puis regardez, il est à l'intérieur de la ligne imaginaire des points d'engagement, dans le cercle. Il n'est pas inquiété. Regardez. Facile. Non, sérieusement, Grossman, ça fait 2 fois. Là. Sur la première occasion, Grossman, il ne prend pas la passe. Sa canne n'est pas dans le bon côté. Exactement. Il peut mettre le puck à un gars qui est collé sur le poteau, qui est une menace pour le gardien. Et puis là, Grossman, il peut monter encore sur lui. Là. Il n'est pas dans la ligne de shoot. Puis là, celui qui est en haut ne fait pas le job. Là. À 4 contre 5, c'était pas beau. Là. Ben, c'était pas un Flamingo, mais c'était une autre figure de style un petit peu. Non, au niveau de la... C'était pour éviter le Flamengo, justement, pour ne pas faire penser qu'il jouait le Flamengo. Mais c'est vrai que là-dessus, il est surtout sur la première. Moi, j'ai trouvé qu'il a une mauvaise position de canne. Il a un gars dans le dos qui est vraiment seul. Il n'y a pas vraiment une prise de décision de sa part. C'est un peu moins flagrant sur le cas avec Červenka, sur le goal avec Červenka. Mais Červenka, le problème, c'est qu'il est aussi bon passeur que shooter. Donc,
C'est pas facile à jouer, quoi. Effectivement. Parce qu'il décoche vite. C'est ça sa grande qualité. Il décoche vite et c'est un excellent passeur. Le meilleur marqueur du championnat, de loin, cette année. Pas 29 goals ou quelque chose comme ça. Je dis pas de bêtises. Peut-être pas autant. Moi, mes yeux m'ont trahi. J'ai pas vraiment exactement vu. On va pouvoir vérifier ça. Ça, il fait 60 points ce soir. Quoi qu'il en soit, ils vont en rajouter un deuxième, messieurs. Dans la cage vide, 59e minute de jeu. C'est bien Roman Červenka qui va marquer son 3e point de la soirée. Ça, on en est sûr. Et c'est lui qui va y aller. Facile. Merci. Bonsoir. 3-0. Pour la petite histoire, quand même, Nifeler sera privé d'un blanchissage, puisque Yakovenko, on va le voir à 5 contre 4. On est en toute fin de match. Il y a Bien qui va bénéficier d'une supériorité numérique et Yakovenko. Peut-être que c'est touché devant la cage, c'est pas évident, mais ça, c'est plus anecdotique. Moi, je propose, avant de parler de Bien, puis d'écouter à l'interview Robin Grossman, justement, parlons un peu de cette équipe de Rapperswil. Ça, c'est un match très important. En deux formations, Rapperswil est assez large, 3e, etc. Il est face à un adversaire qui essaie justement de donner du gap par rapport au 7e, de se prévaloir et puis de rester là. Et cette équipe de Rapperswil, encore et toujours, je sais pas, je trouve qu'elle dégage presque une sérénité. Faut pas, Jérôme ? Ils ont une constance extraordinaire depuis le début de la saison. Là, on parle justement des équipes qui sont déjà à l'abri, qui ont des contre-performances par-ci par-là, ça peut leur arriver, et eux ils ne se permettent même pas ça, quoi. Voilà, un Červenka qui ramène des étoiles sur cette glace soir après soir. Geoffrey, c'est la surprise qui est plus la surprise du championnat, honnêtement. Oui, effectivement, je pense que là, on peut dire que cette équipe de Rappi était régulière toute la saison. Mais moi, ce qui me fait souci pour eux, c'est qu'effectivement, le gros baromètre de cette équipe, c'est un Červenka. Et puis qu'en play-off, si je suis coach d'équipe adverse, je mets un point d'honneur à dire à mes gars, les gars, chaque fois que vous pouvez, jouer physique contre lui. Au bout d'un moment, ça va le fatiguer. Et c'est peut-être ça le gros problème, c'est qu'ils sont dépendants quand même, pas d'un seul joueur, mais c'est quand même un peu le pivot de cette équipe de Rapperswil. Et si tu as un Červenka qui joue un peu plus sur les talons, ça risque d'être un peu plus compliqué pour Rapperswil. Imaginez quand même que ces deux équipes qui s'étaient affrontées, rappelez-vous, en pré-playoff, Rapperswil qui avait sorti, Bien qui avait fini 7e. On arrive à la fin justement de cette saison régulière. On jettera un petit coup d'œil au classement tout à l'heure, bien sûr, en fin d'émission. Et Bien qui fait évidemment une mauvaise opération. Mais avant cela, on va parler de ce match, de cette défaite. On va écouter Robin Grossman à l'interview. Robin Grossman, défaite ici à Rapperswil. On vous a senti très nerveux au début du match. Pourquoi toutes ces pénalités? On a pris beaucoup de pénalités au début du match. Et Červenka, il est un bon joueur, il fait la différence aujourd'hui. Oui, on a joué 4 matchs cette semaine. Enfin, on manque l'énergie un peu. Et puis en attaque, il n'y a pas eu de grosses occasions de la part du HC Bienne. Les absences de Gaëtan Haas et de Luca Ischier, ça a pesé. Oui, c'est clair. Il est un bon joueur pour nous. Il est très important pour le face-off et tout ça. Comme je dis, 4 matchs dans la semaine sans Gaëtan Haas. Oui, c'est dur, mais oui, c'est comme ça. On peut réagir mardi, je pense. Oui. Merci beaucoup, Robin. Ouais, la dernière ligne droite pour Bien qui va devenir évidemment importantissime. On va passer à une 4e rencontre de la soirée. C'était notre match studio, bien sûr, le match entre Lugano et Fribourg-Gotteron. Et là aussi, on va parler gardien. Faton qui va garder la cage du côté de Lugano. Ça avait déjà été le cas pour un gifle reçu du côté de Lausanne, à voir s'il allait y avoir réaction. Et puis du côté de Fribourg-Gotteron, Connor Hughes, puisqu'on le sait, Reto Berra était suspendu, et un certain Brodin qui retrouve sa place dans l'alignement, puisque Ron Takari était surnuméraire. Un Fribourg-Gotteron qui a fait illusion, peut-être, dans les premières minutes de jeu. Ou alors, Jérôme, c'est Lugano qui a bien géré son match, qui a attendu, et qui après a profité, on va dire, des errances défensives pour attaquer Fribourg-Gotteron et surtout marqué par Aaron de 1-0. C'est plutôt ça. Ils ont été très patients au départ, et très structurés en zone défensive. Ils ont profité des erreurs de Fribourg et ça leur a permis déjà de prendre l'avantage. Et ensuite de ça, voilà, ils ont pu effectivement mettre une pression supplémentaire pour accentuer la suite.
Geoffrey, on a presque l'impression que le dragon fribourgeois était enroué ce soir. Il n'arrivait pas à cracher les flammes. À l'image de ce 2-0, signé Leffel. C'est l'opportunisme ou le réalisme de Fribourg-Gotteron. C'est presque l'impression que c'est passé du côté de Lugano, non? Exactement, oui. On a vu un Lugano qui a joué le système que Fribourg joue depuis le début de saison. Moi, j'ai trouvé que Fribourg ne sortait pas vainqueur des combats à la bande, a mal protégé le centre de la glace, que ce soit dans sa zone, la zone centrale ou même offensivement. Ils n'ont jamais réussi à prendre le contrôle du centre de la glace. Il me semble que c'est le plus mauvais match que j'ai vu de Fribourg cette saison. Il ne me semble pas que Fribourg ait joué aussi mal que ça cette saison. Après, je pense que voilà, il y a eu beaucoup de matchs ces derniers jours. Je ne pense pas qu'il y a de panique à avoir du côté de Fribourg, mais il faudra réagir la prochaine échéance. On a vu le but annulé très logiquement et justement de Turkov qui a marqué avec un mouvement du corps et en l'occurrence du poing, ce qui est évidemment interdit. On en reste à 2-0. À ce moment-là, après 20 minutes de jeu, tout est possible. On attendait une réaction fribourgeoise. Mais dans cette deuxième période, on va mal gérer le début de tiers et la fin du tiers, puisque le 3-0 va tomber 22e minute de jeu. Daniel Carr qui va marquer, Turkov au niveau de la passe, Guerra également, ce qui va précipiter le changement de gardien du côté de Fribourg, puisque Loïc Gallet va faire son entrée là. On a un Fribourg-Gotteron, en effet, timoré, qui n'arrivait pas finalement à passer un petit peu comme si les changements de vitesse étaient un peu grippés, Jérôme, c'est ça? Il manquait d'implication dans la zone défensive assez souvent, et là c'était flagrant. Hein. Le deuxième effort était toujours à l'avantage de Lugano, et là on en a encore la preuve, où le marquage sur le joueur qui va chercher le rebond n'est pas présent. On a vu un puck perdu derrière sa propre cage de la part de Di Domenico. Finalement, une attaque qui, sur les images, Stéphane, c'est comme s'il n'y avait pas vraiment danger. Tu nous l'as analysé, tu as parlé de ce coup de Turkov qui arrive à faire finalement la différence. J'ai envie de dire, Carr a marqué, Turkov, on l'a beaucoup vu. Ouais. Quand tes meilleurs joueurs sont tes meilleurs joueurs, souvent tu gagnes un match. C'est ça aussi qui a fait la différence. Marco Bello a été omniprésent aussi, on l'a beaucoup vu dans le match. Marco Bello, qui a connu un début de saison coup-ci, coup-ça. Difficile. Il s'est replacé, il est encore dans le top 10 des marqueurs de la Ligue, il arrive à son point par match comme un horloge. Il a expliqué un peu qu'il ne comprenait pas trop le style de McSorley au début de la saison. Voilà, je pense qu'on s'est expliqué, on a trouvé un terrain d'entente, puis là il s'est remis à fonctionner un peu, c'est un particulier, Marco Bello. Mais il ne faut pas oublier que Lugano a été secoué à Lausanne. Il connaît un très mauvais troisième tiers à Lausanne. C'est fait un peu. Il devait réagir. Il devait réagir. Puis à chaque fois qu'ils ont eu des très mauvaises performances, Lugano, ils ont su réagir tout de suite après. Ça, faut le noter aussi. Et puis Fribourg devait aussi réagir. Mais bon, Fribourg avait quand même gagné mardi de belle façon. Courte défaite à Zug. Défaite même honorable, je dirais. Ça n'est pas grand-chose. Et puis sans Berra ce soir, c'était une histoire un petit peu plus compliquée face à ce Lugano-là. Vous connaissez l'adage des entraîneurs, ils disent toujours qu'on s'est presque plié après 2 tiers, oui, mais on va jouer le 3e tiers pour préparer le match suivant. Réaction fribourgeoise, il y a eu, en tout cas au niveau du score. Kylian Motet va égaliser, regardez, on est en fin de supériorité numérique, et c'est Kylian Motet devant la cage, complètement oublié, qui va marquer du patin. Il n'y a pas de kick, donc on va le valider. On a bien vu, même sur les images, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose à discuter. Puis ensuite, Rossi va revenir aussi à 6 minutes de la fin à 4-2. Geoffrey, est-ce que tu as senti, j'ai envie de dire que le momentum, comme on dit, le fameux momentum, changer d'équipe, ou ça sentait quand même déjà un peu le pétard mouillé Non, j'ai pas trouvé qu'on avait affaire à un Fribourg revanchard ce soir. C'était quand même compliqué pour cette équipe de Fribourg. Je dirais que Lugano a bien tenu le match. Bien sûr qu'il y a un 4-2, mais on n'a pas paniqué du côté de Lugano. Voilà, on va être clair, c'est un match à oublier pour Fribourg-Gotteron. Il faut aussi noter que Christian Dubé avait fait des changements dans ses lignes, il avait permuté Julien Sprunger et Kylian Motet. Bon, il est revenu à ses standards au milieu du 2e tiers, parce que quand tu as une équipe qui marche comme Fribourg, alors les joueurs n'aiment pas tellement le changement, il faut dire. Et voilà, donc là, c'est... À peine avec l'argument qu'il nous a lancé pour voir s'il n'y avait pas des automatismes, d'autres automatismes pour les playoffs. Tu parles de Motet et Sprunger qui sont appris avec Fribourg depuis toujours, là.
On parle pas de deux petits nouveaux qui viennent de débarquer. Là. Ouais, puis qu'on presque 20 goals chacun, quoi, je veux dire. J'ai un petit peu de la peine avec l'argument. On sait que Christian Dubé est un entraîneur qui aime bien changer. Quand il perd, en général, il aime bien changer quelque chose. Hein. Mais là, moi, l'idée de changer... Bon, c'est pas ça qui fait perdre le match. L'énergie n'était pas là. Je suis surpris de l'argument de dire on va voir s'il y a pas... On va regarder s'il n'y aurait pas d'autres automatismes pour les playoffs. Excuse-moi, mais la ligne de Di Domenico, là, avec Sprunger et puis... Mais tu sais pas, c'est peut-être un discours pour essayer d'attirer l'attention là-dessus, plutôt que parler de Connor Hughes dans la cage, peut-être qu'ils sont tapés, j'en sais rien, je dis peut-être, mais... Peut-être. C'est un peu étonnant, disons, de changer ça sur la ligne de Schwandro-Schmidt, là, avec Di Domenico, carbure à plein régime. Pourquoi changer ça? Surtout que les deux lignes marchaient bien, quoi. Je veux dire, Puis on a vu le Feul aggraver le score plutôt, 5-2, la victoire de Lugano. Comment on analyse justement cette défaite du côté de Fribourg? On va écouter l'interview Benjamin Chavaya. Benjamin Chavaya, une défaite ici à Lugano. Il n'y avait même pas la manière. On a un peu l'impression que Fribourg est passé à côté de son match. Comment vous l'analysez? Ouais, comme tu dis, je crois qu'on passe vraiment à côté de notre match. Et puis ça, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver maintenant. Je veux dire, il nous reste 5 matchs avant les playoffs. Il faut qu'on vraiment se mette en mode playoff. Et qu'on joue ces derniers matchs vraiment avec la bonne manière et ce soir on passe vraiment à côté. Lugano vous a dérangé notamment avec un forecheck très agressif, très profond dans votre zone. Qu'est-ce que vous pouvez tirer comme information, comme point, on va dire, à améliorer pour la suite? Ouais, écoute, sur un forechecking comme ça, il faut qu'on joue vraiment plus vite. Il faut qu'on évite de garder le puck trop longtemps dans notre zone, qu'on essaie de battre leurs 2 premiers forecheckers avec 1-2 passes et puis qu'on aille jouer dans leur zone, qu'on ne perde pas de temps à jouer chez nous. Merci, bon retour. Le retour qui va être long pour Fribourg-Gotteron, donc après cette défaite face à Lugano. On va passer maintenant à l'autre club tessinois. On va parler d'Ambry qui recevait le CP Berne. Le CP Berne, messieurs, qui pouvait se qualifier en cas de victoire après 60 minutes, qualifié pour les playoffs. On parle beaucoup de gardiens. Janne Juvonen qui défend la cage du côté d'Ambry. Vous avez reconnu peut-être le logo de Jokerit Helsinki justement sur son casque, et Philippe Vutrich qui garde la cage du côté du CP Berne. Pas de but après les 20 premières minutes de jeu, et c'est Heim qui va marquer 25e travail de Burgler, et Heim qui peut marquer le 1-0. Knobuller aussi, auteur d'un assist sur cette ouverture du score. Ouais. Belle reprise, le tir de Heim est pas mal. Il s'est croisé sur... Je ne sais pas si elle a dévié, là, mais en tout cas, il l'a placé là, le haut du filet, au-dessus de l'épaule, en croisé. C'est pas si évident que ça. C'est pas un angle très favorable. L'égalisation signée Jeffrey, qui va aller marquer, et regardez, quand ça veut pas, ça veut pas. En fait, c'est un patin d'un Léventin qui va pousser ce puck au fond, Géraud. Oui, plutôt humoristique celui-là, parce que c'est vrai que le tir est absolument pas cadré finalement, et ça rebondit sur la jambière du défenseur, et ça finit dans la cage. Pas très chanceux de la part d'Ambry. C'est Forler qui dévie bien malgré lui, évidemment aucune tentative de block shot qui n'aurait pas réussi. On va voir le 2-1 signé Grassi en supériorité numérique. On est toujours en deuxième période, 37e minute de jeu. Le tir de Konecker et Grassi qui se trouve devant la cage. Là, c'est Konecker. Là, on voit le talent de Konecker, son tir imparable, plein lucarne. Est-ce qu'il est vraiment touché par Grassi? Oui, il est touché, il me semble. Peut-être. Oui, peut-être. Mais le tir de Konecker est... Ouais, touché ou non, je pense que le résultat est similaire. Oui. Ça a eu l'air... C'était élégant. Ouais. Hein? Ouais. C'était joli, c'était... Il a enveloppé le puck et tout, là, pas mal du tout. On en a déjà mis quelques-uns comme ça. Oui. Plus à une certaine époque, mais un peu moins maintenant. C'est un peu tassé, là. Exact. Après les anecdotes, donc vous avez vu l'exercice de tu nous excuses, Stéphane Alex. Rochette qui garde une grâce dans le mouvement comme ça. Toutes ces années de danse ont fait énormément de bien. C'est mon côté artiste. Absolument, danse de salon, mais comme quoi il savait quand même faire quelque chose de ses mains, ce garçon, et c'est tant mieux. L'égalisation de partout. On est en troisième période, tout début de période, et ça c'est le but qui va faire quand même mal à Ambry à ce moment-là, parce que regardez, on est à 5 contre 4 et c'est Varon qui peut partir en contre en breakaway. Short on goal pour lui et l'égalisation de partout, monsieur. Fora qui se fait pincer sur cette ligne bleue. Ça permet directement à Berne de repartir. Là, c'est un peu trop facile. Ouais, et dommage pour Juvonen qui avait son face-à-face face à Varon, avantage à l'attaquant bernois. Plus de buts ne seront marqués, prolongations qui ne donneront rien. On sera en séance de tir au but et c'est Dominique Tsverger qui va marquer le pénalty décisif.
puisque Ombrie mène déjà 2-1, on est au 5e. Bien joué, hein. Il a une belle patience, il a bien parfaitement couché le gardien. On parlait de l'élégance, vous avez vu comment il a fêté ça avec élégance, regardez bien. Et bon. Ça, c'est pas fait exprès. Hein. Non, c'est pas exprès, ça, non. Ça nous est aussi arrivé à nous, hein, Jérôme. C'est juste qu'il n'y avait pas de caméra, puis on en est bien content. Mais là, le pauvre. Là, lui, il va se faire chambrer. Lui, dans le vestiaire, ça, c'est un truc qui vont passer en boucle dans les vidéos comiques, voilà, etc. Ça, prochaine réunion d'équipe où il y aura de la vidéo, je te parie que la première vidéo, ça sera celle-là qui va passer. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous dire qu'il faut arrêter de jeter des objets sur la glace, des briquets ou des pièces, parce qu'après, vous avez votre buteur qui fait une magnifique cabriole. Voilà. Mais s'il avait fait quelques années de danse de salon comme Stéphane Rochette, tout cela ne serait évidemment pas arrivé. Messieurs, dernière rencontre de la soirée, on va passer à Langnau. Langnau qui affrontait les ZDC Lions du côté de l'Île-Fils. Encore un mot sur les gardiens. C'est Poulenovs qui va défendre la cage du côté de Langnau. Je devrais dire Langnau, puisque Geoffrey Berthieu reste sur le plateau. Excuse-moi, Geoffrey. Et Jakub Kovar. Il l'aime bien, hein, Kovar, dans la cage, quand même, du côté des... C'est un bon gardien. Il faut dire que Kenville est notamment blessé, Malguin aussi, ce qui n'empêche pas Zurich d'ouvrir le score. Le grand bonhomme de la soirée, c'est un certain Sven Andrighetto. Moi, j'aime bien la passe d'Acevedo là-dessus, quand même. Ouais, mais alors la passe est magnifique, c'est vrai, mais la défense de Langnau, ils reculent énormément, ils sont passifs. Il n'y en a pas un qui met la pression sur Azevedo. J'aime bien parce que, enfin, j'aime bien. Il y a quand même le joueur Montalois qui a la canne, qui prend la canne du Zurichois, mais il arrive quand même à... Moi, je vais vous dire qu'Yves Sarrault va être fâché. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je le connais, c'est mon grand copain, j'ai coaché avec lui. Et lui, il déteste quand un défenseur met sa canne à plat sur la glace par terre. À 2 contre 1 ou une situation comme ça, c'est tellement facile. Le gars, il met sa canne à plat. Même en mosquito, tu arrives à flipper par-dessus. Il l'a mis tout le long à plat. Donc, Azevedo, il a juste à lober, mais c'est hyper facile. Si tu gardes ta canne à 2 mains ou à 1 main, puis tu la bouges sans arrêt comme ça, puis tu bouges dans la ligne de passe, là, Azevedo, c'est pas évident. Et je peux vous dire que ça va pas tomber, ça va tomber sur le regard de Yves Sarrault, ça va l'énerver, mais profondément. Ça, il supportait pas ça. C'est juste... Oui, non, c'est vrai. Quoi. Je veux dire, c'est encore une vidéo, encore un qui va passer à la vidéo demain ou après-demain. Quoi. Mais c'est juste, il faut savoir qu'à ce niveau-là, c'est pas compliqué pour un joueur de faire une passe levée comme ça. Non. Surtout si la canne, la canne de l'adversaire est bien posée par terre. Mais voilà, quoi. C'est comme les joueurs qui se couchent aussi des fois. Là, je veux dire, moi, je suis pas fan de ça parce que quand tu te couches, t'es mort. Hein, je veux dire, le temps que tu te relèves. Et tu peux te faire tuer en même temps. Voilà. Non seulement t'es mort, mais tu peux aussi te faire tuer. Par le tir. Voilà. C'est parfait. Vous avez eu l'explication, vous avez eu la gestuelle, après la danse de salon, le billard. Version Steph, ou je sais pas, ou peler la neige. C'est grand balai canadien. Allez, quoi qu'il en soit, messieurs, scène cocasse de cette deuxième période dans ce match. Vous savez que parfois, les gardiens peuvent être embêtés avec leur équipement, parfois une lanière qui ne marche pas, puis parfois sur des tirs. Le puck va se loger, on va dire, Jérôme, dans des endroits improbables. Parce que ce tir-là, le puck va finir dans le casque du gardien. Vous avez vu ça? Vous l'avez vu, ces images? C'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Ça, c'est gris, ils appellent comment? Œil de chat. Ouais. Où c'est réputé que si le puck va exactement où il faut, il se coince. Et ça les touche rarement, mais ça peut leur... C'est coincé dans la grille. Ouais. C'est coincé parce que c'est des grilles avec des carreaux un peu plus larges. Parce qu'il y a différentes sortes de grilles sur les masques de gardiens. Il y a des gardiens qui peuvent jouer qu'avec ça, comme tu l'as très bien dit, Jérôme. Et moi, j'ai aussi connu des gardiens durant ma carrière qui sont blessés comme ça parce que le puck arrive pas à passer complètement, mais à pénétrer. Puis des fois, ça touche soit le nez ou comme ça. Donc la pression du puck te fait exploser la peau. Chez les gamins, chez les moins de 18 ans, si je ne me trompe pas... Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. C'est parce que il y a des mesures. L'espace doit être plus petit. Il y a des mesures. Et puis chez les adultes, tu peux... je pense que c'est 7,5 cm. Puis le puck fait à peu près ça. Donc, voilà. Donc, évidemment, les gars, ils voient mieux. C'est le confort. Hein? Mais il y a le risque qui va avec. Merci messieurs pour ces explications. On va plonger, si vous le voulez bien, en troisième période avec Leguer qui va égaliser, Harry Leguer. Parce que, oui, Langnau est dans le match, n'empêche, face à ce grand ZDC à Lions. C'est l'égalisation Emmentaloise, on le dit, 48e minute de jeu.
On parle souvent de l'ambiance du côté d'Ajoie, vous savez, hein, malgré la saison compliquée. Et franchement, Langnau, ils ont aussi une saison très compliquée. Toujours de l'ambiance, on a entendu le public là-dessus. Langnau ressemble quand même passablement à Ajoie pour ce genre de choses. Hein, qu'il soit en deuxième division ou en première, la patinoire est toujours pleine. Et ça fait du bien de voir que cette équipe est supportée aussi. Oui. Peu importe le résultat. Elle a un très joli shoot de Laguerre qui est pourtant pas un grand buteur en général. Et le 2-1 signé André Ghetto. André Ghetto, ça va être le grand bonhomme de ce match. On a entendu le pim pour le 2-1, mais cette fois-ci, c'est rentré. Le 2-1 et André Ghetto qui va même marquer le 3-1 dans la cage vide. Zurich qui va s'imposer finalement 4-1. Triplé d'André Ghetto, qui était un petit peu moins à la fête. Hein. Lui, l'ancien meilleur buteur du championnat, faut-il le rappeler, qui était un des meilleurs pointeurs la saison passée avec évidemment Kovar de Zug. Zurich qui s'impose, j'ai envie de dire fort logiquement, Zurich qui doit gérer finalement Geoffrey sa fin de saison, parce qu'il semble qu'ils vont finir 4, on va voir peut-être tenter d'accrocher la 3e place. Ouais, ils ont quand même, ils ont pas si bien commencé que ça, hein, Zurich. Ils ont un début de saison assez compliqué. À un moment, il y avait la place du coach qui était presque mise en jeu. Et puis quand ils ont eu le changement justement, qu'ils ont signé Kovar dans les goals, ça allait un petit peu mieux. Et ils ont gagné pas mal de matchs importants. Ils sont bien revenus au classement. Je dirais qu'ils sont maintenant classés où on les attendait. Absolument. Tiens, à propos de classement, on va en parler d'ici quelques instants, mais avant cela, on va récapituler les résultats de cette soirée. On a beaucoup parlé de gardiens, et bien n'empêche qu'il y a eu de blanchissage in fine. La victoire de Lugano face à Fribourg-Gotteron, le succès, on vient de le voir, de Zurich, du côté de Langnau, Rapperswil qui s'impose 3-1. Et puis 2 blanchissages, celui de Gauthier-les-Clous avec Genève Servette 4-0, celui d'Eschliman avec Davos 3-0, et le succès au tir au but d'Ambry face à Berne. Le classement, enfin, c'est ça qui nous intéresse particulièrement et surtout cette fameuse 6e place. 1,87, 1,83, oui, Zurich peut encore en effet décrocher cette 3e place. Les 2 leaders presque à égalité, parfaitement à égalité au niveau... ils sont à 0-0, 1 point de différence, me dit-on. Ah bah oui, bah ça, hein, sortez-moi la virgule, c'est comme Pi 3-14-112. Et finalement, pour la 6e place, le HC Davos 1,67, 1,61 pour Lausanne, qui ne fait pas une si mauvaise opération, quoique, on va en parler d'ici quelques instants, parce qu'ils n'ont pas joué. 1,60 pour Genève. Et même Lugano peut encore, pourquoi pas, hein, 72, 80. Il reste 4-5 matchs à jouer par équipe. C'est encore possible. Et puis Berne, pas encore officiellement en pré-playoff, puisque Berne devait s'imposer après 60 minutes de jeu. La soirée n'est pas encore terminée. D'ici quelques instants, on va parler calendrier, puisqu'on l'a su il y a de ça de quelques jours, une semaine, me semble-t-il. Il y a certaines rencontres qui ne seront définitivement pas rejouées. Est-ce qu'il y a des clubs qui se retrouvent finalement perdants? On va en parler avec nos invités. Puis la soirée continuera ensuite avec le repas d'équipe et la 2e partie de l'épisode spécial 100e du Lausanne Hockey Club. Beau programme en perspective, c'est samedi soir. Vous restez avec nous, à tout de suite.